Bonjour et bienvenue à tous, je suis Ben Actraiser et je vais tenter de vous présenter une licence de jeu qui a marqué mon enfance avec le plus de détails possible. Je vais passer en revue l'intégralité des jeux connus de cette saga et vous expliquer les mécaniques, scénarios et anecdotes de chacun. Le premier épisode représentera le plus gros de la vidéo, car le jeu s'est vu adapté et remanié plusieurs fois, alors que les autres jeux seront des versions uniques sur leurs consoles respectives, la Mega Drive et la Famicom. J'aimerais également vous présenter les fangames qui ont su alimenter les joueurs en demande pendant les longues années d'attente de revival de la licence. Je tenterai également de survoler les différents produits dérivés à l'image du jeu. On ne sait malheureusement pas comment les orientations artistiques et les thèmes abordés ont été décidés car beaucoup de développeurs de l'époque se cachaient derrière des pseudonymes ridicules ou amusants pour éviter soit d'être débauchés ou d'être mal vus dans la société. Le jeu vidéo ne représentant pas encore le marché qu'il occupe aujourd'hui, ou simplement car le programmeur en charge des crédits de fin avait envie de rigoler et d'affubler ses collègues de sobriquets que seuls eux peuvent comprendre. Il en va donc de fait que je théorise autour de la conception du jeu, et que cela n'est en aucun cas vérifiable malheureusement, et que cela n'engage que moi. En 1988, après le succès de la licence Castlevania, Konami décide de sortir en arcade en février Haunted Castle ou Akumajo Dracula au Japon. Au même moment, Capcom décide de lancer une suite à son hit Ghost & Goblin, Ghouls & Ghosts sur le système CPS-1. Namco décide donc de sortir son jeu à ambiance horrifique pour prendre sa part sur le marché des jeux pour public averti. Inspiré des slasher movies américains à la mode durant les années 80, Splatterhouse sort en salle en novembre 1988, soit un mois avant Ghost & Goblin de Capcom. Sur une borne ambidextre à l'habillage sobre, arborant le logo du jeu sur son marquis. Le jeu est beau, l'ambiance est dure et la difficulté tout autant. Le sang gicle et on éclate des monstres contre les murs façon swing de baseball avec un personnage énorme pour l'époque, le masqué Tena Jason Voorhees, slasher ultra populaire des films Vendredi 13. Le succès est au rendez-vous. Le gameplay du jeu s'inspire d'un des classiques qui a fait son succès quelques années avant, Spartan X ou Kung Fu Master. On avance, on tape, on avance, on tue un boss, on passe au niveau suivant, et ainsi de suite. Classique mais efficace, l'éditeur ayant fait ses preuves avec Rain Thunder quelques années avant. Rick Taylor et sa petite amie Jennifer Wells se voient surpris par un terrible orage et tentent de trouver un abri. Malheureusement, ils ne trouveront que le manoir du scientiste fou du coin, accro aux expériences occultes et macabres, alias le Dr West. Une fois à l'intérieur, Rick se voit jeté dans les donjons de la masure, tandis que Jennifer, dans un cri strident, se fait enlever. Quand Rick se réveille, il est possédé par le masque de la terreur. Un ancien masque Inca capable de révéler les atrocités du monde occulte à son porteur, lui conférant le pouvoir de se mesurer aux forces démoniaques libérées par le Dr West. Cet allié inattendu se révélera la force principale de Rick dans sa quête pour retrouver Jennifer, emmenée dans les abîmes du manoir. Rick parvint à quitter la maison en la laissant en cendres, mais doit faire face à la perte de Jennifer, possédée par les démons et morte de ses propres mains. On traversera 7 stages divisés en plusieurs sous-niveaux, se terminant tous par l'éternel boss des familles. Le stage 5 offrira même la possibilité de choisir son chemin, ce qui est assez rare à l'époque dans un jeu qui nous demande de la monnaie. Chaque stage nous sera introduit par une petite animation présentant le thème dans lequel nous allons évoluer dans un scrolling horizontal classique à la Spartan X. Effectuant des sauts et pouvant se baisser, Rick se bat essentiellement au poing et au pied. Il aura l'opportunité de ramasser différentes armes d'un point telles qu'un couperet, une barre de bois, des cailloux, des clés à molette, ainsi que des harpons. Il aura également l'occasion de trouver un fusil à pompe sur son chemin, mais malheureusement, toutes ces armes ne sont utilisables que dans le tableau en cours et ne pourront être stockées. C'est un jeu d'arcade quand même. Il pourra également effectuer une glissade à l'aide d'une manipulation peu intuitive, mais qui se révélera d'une grande aide en termes de DPS et sera le meilleur ami du speedrunner grâce à sa vitesse légèrement accrue par rapport au déplacement classique de Rick. On
commence le jeu avec 3 vies et 2 cœurs d'énergie, et tout game over ramène au début du stage. Mais il est possible d'ajuster le nombre de cœurs en début de partie en changeant la difficulté appelée Rank dans les options de la PCB, Rank A pour 4 cœurs, Rank B pour 6 cœurs et Rank C pour 2 cœurs. La licence ayant rencontré son public, Namco décide d'adapter le bestiau sur console de salon et PC. En 1990 sortit la toute première adaptation du hit des salles enfumées sur console PC Engine de NEC. A noter que ce n'est pas le premier Splatterhouse sorti sur console, mais j'y reviendrai plus tard. En 1992 sur FM-Tone, un ordinateur japonais non commercialisé en dehors de l'archipel, puis en 2003 sur Windows et enfin 2010 sur téléphone portable lors de la sortie du remake du jeu la même année sur PS3 et Xbox 360. Beaucoup d'années séparent toutes ces adaptations et le succès rencontré par un public de niche peut expliquer la prise de risque limitée de Namco sur cette licence. En effet, Splatterhouse n'est pas le premier mais le deuxième jeu de la licence sorti sur console. Le premier étant Wanpaku Graffiti, un jeu à l'ambiance kawaii et édulcoré au graphisme SD, sorti sur Famicom en 1989. Oui, t'inquiète, je vais y revenir. Namco choisit donc la PC Engine pour les consoles de salon, maîtrisant mieux le support depuis quelques années face à sa nouvelle concurrente, la Mega Drive. Malgré la puissance de la 8 bits de chez NEC et la maîtrise des développeurs de chez Namco sur ce support, la conversion est loin d'être parfaite et sera amputée graphiquement de pas mal d'éléments. Alors attention, je te vois déjà te tortiller devant ton écran et commencer à grincer des dents. Cette adaptation est excellente et reproduit parfaitement les sensations de jeu de l'original. C'est d'ailleurs pour ce jeu que j'ai acheté une PC Engine quand j'étais gamin. Mais après il faut être objectif et je suis là pour mettre en avant les différences entre ces deux versions. Mais ne doute jamais de mon amour pour la version NEC. Grâce à son arrivée sur PC Engine, on en apprend enfin plus sur le scénario grâce au manuel du jeu US et les publicités de l'époque. On a même eu droit à une mini BD en guise de pub. Rick et Jennifer, un petit couple d'adolescents, sont des étudiants en parapsychologie dans l'université du coin. Passionnés par le travail du plus grand parapsychologue du monde, le professeur West décide de visiter les ruines de l'ancienne demeure du scientifique pour un exposé scolaire. S'approchant de la demeure, un orage éclata, les obligeant à se réfugier précipitamment à l'intérieur du manoir. Tout était noir. Le ciel éclata dans un tonnerre d'éclairs et un cri retentit. Jennifer avait disparu et Rick s'effondra dans des vertiges incontrôlables. À son réveil, il découvrit un masque ancien greffé à son visage, lui insufflant le pouvoir de 10 hommes et lui susurrant les conseils nécessaires à la libération de Jennifer et la force d'élucider les mystères se cachant dans le manoir. Cette version PC Engine, nous allons l'aborder en 2 temps. La version PC Engine dans l'ensemble et ensuite les particularités de la version US. La version PC Engine possède des graphismes revus à la baisse, ce qui est normal, la console ne possédant pas les mêmes capacités que le hardware arcade de Namco. Certains éléments du décor ont été amputés et des frames d'animation sont manquantes. L'intro du jeu a été allégée à une simple image du manoir sur fond d'orage, alors que l'arcade proposait un plan aérien montrant Rick et Jennifer courant dans les bois, suivi d'une animation où le couple rentre dans la maison, ainsi qu'un cri strident laissant suggérer le kidnapping de la dessinée. Une animation sur fond violet montrant le masque s'emparant du visage de Rick sera également supprimée. Les cutscenes entre les niveaux sont également simplifiées. Le couperet que l'on ramassera le long des niveaux sera curieusement remplacé par un bout de bois, et la hache du niveau 4 sera remplacée par le couperet justement, allez comprendre. On notera également un remaniement de la position de certains ennemis, voire carrément leur absence dans certains cas. Mais dans l'ensemble, le jeu reste le même et le plaisir est là. La fin du jeu sera légèrement différente également. Le masque se reformant après sa destruction, laissant retentir un rire en nous suggérant que l'histoire ne s'arrêtera pas là. La version US présente les mêmes caractéristiques que la version Jap, mais ajoute les stigmates d'une censure due au territoire sur lequel il est commercialisé. Le masque de Rick devient rouge et se voit orné de 2 longues formes noires verticales partant des yeux, sûrement pour éviter tout problème avec le film à succès duquel il s'inspire. Et certains éléments graphiques à connotation religieuse ont été supprimés, rendant certaines scènes du jeu absurdes avec des cierges flottant dans le vide. Le boss de ce même niveau arborant glorieusement une croix à l'envers se verra affublé d'un visage fantomatique en lieu de censure.
et la croix de la tombe du dernier boss sera remplacée par une pierre tombale classique. Cela n'enlève en rien aux qualités du jeu, ceci. Il existe une ROM hack de la version PC Engine appelée Chrome, révisant totalement les niveaux et relevant aussi la difficulté. En 1992, la société Ving édite une version pour le FM-Town, un ordinateur développé par Fujitsu ayant son propre système d'exploitation, et la conversion du jeu est arcade perfect. Elle propose même de choisir entre plusieurs résolutions différentes. Il semblerait juste que cette version affiche des couleurs différentes sur certains éléments, mais c'est très difficile à constater. Sur la boîte du jeu, on peut voir qu'il est le 13e jeu sorti sur la machine. Un hasard ? En 2003, voit son arrivée sur Windows. Publié par MediaKit, le jeu est arcade perfect et propose un mode 2 joueurs en alternance et un son de pièces pour les crédits à rajouter manuellement. Il est sorti en 2 versions. Une dans un boîtier cristal classique et l'autre en 2004 dans une boîte plastique longue. En 2010, pour fêter le lancement du remake sur PS3 et Xbox 360, une curieuse édition pour téléphone mobile voit le jour. Je dis curieuse car le support sur lequel il est développé ne se prête réellement pas à ce genre de jeu dit hardcore. En effet, je vous laisse imaginer le confort de jeu sur un paddle ressemblant à ceci. Incontrôlable, non. La version iOS se rapproche beaucoup de la version arcade, mais certains éléments mineurs ont été amputés comme le brouillard violet qui vous poursuit si vous prenez trop votre temps, certaines animations d'ennemis ou de décors, comme la pluie du 3ème stage, et les animations des cutscenes, mais c'est surtout au niveau du gameplay que le changement sera le plus remarquable. Rick ne pouvant plus exécuter de coups de pied sautés, il donnera invariablement un coup de poing à la place. La version pour les autres téléphones de Prolo arborera une légère refonte graphique et de gameplay. Rick possédant un masque au trait plus proche du remake ou de Splatterhouse 3, et la difficulté sera revue à la baisse. L'animation sera plus saccadée, sûrement pour offrir une meilleure compatibilité avec les différents modèles de smartphones de l'époque. Trois mois se sont écoulés depuis les événements du premier jeu, et Eric accuse les tourments de cette expérience hors du commun. Ses nuits sont remplies de visions de Jennifer et du masque l'appelant à retrouver la maison, lui promettant de pouvoir, selon lui, ramener Jennifer près de lui. Il s'avère que la Jennifer possédée du premier opus ne soit pas la vraie. Jennifer étant retenue par les démons dans le monde occulte, il parvient à nouveau à s'enfuir de la maison, cette fois-ci ensemble, en laissant sombrer la maison au fond d'un lac, concluant de façon positive l'aventure, contrairement au premier opus. Le gameplay de cette deuxième édition est strictement le même que le premier, rien de nouveau malheureusement. Seule la liste des armes secondaires évolua, et dans le bon sens, heureusement. Nous aurons droit à des tuyaux de plomberie, des os de vache, des fioles de potassium explosives, un taille-haie, des rames de bateau, des têtes de boules décapitées, des tentacules épineuses qu'il faudra expédier à son propriétaire, et bien sûr, le mortel fusil à pompe des familles, ainsi qu'une tronçonneuse dont l'utilisation vous donnera sûrement des hauts le cœur. Les stages présentent des environnements variés, toujours découpés en sous-niveaux avec l'inévitable boss de fin de niveau qui, pour certains, nous mettront assez mal à l'aise. Du lard double explosant dans ses propres boyaux, un visage spectral géant auquel il faudra arracher les yeux en passant par des fœtus morts pendus au bout d'une corde, le bestiaire de ce Splatterhouse a été revu au plus gore. Pour la joie des petits sadiques que nous sommes. Le jeu propose 3 niveaux de difficulté, mais selon l'origine du jeu, les conditions changent drastiquement, ce qui nous amène à présenter les différences entre la Jap et les modifications apportées à la version US et européenne. La différence la plus importante en termes de gameplay se trouve dans les options du jeu. Outre le fait que la version Jap ne possède pas de mot de passe pour reprendre sa partie et le fait que le joueur ne dispose que de 5 crédits pour terminer son aventure avec 2 vies au lieu de 3 pour l'US, les niveaux de difficulté présentent des différences notables. La version japonaise offrira 5 cœurs contre 4 en normal. En hard, les jeux seront équilibrés de la même façon, mais c'est en very hard que la version Jap ne nous offrira que 1 point d'énergie contre 2 en US. Ouais, on est one shot quoi.
La deuxième grosse différence vient de Rick lui-même. En effet, le masque de terreur au Japon ressemble plus à un masque de kabuki et se voit plus proche de la version rouge US du premier, alors que la version US est plus proche d'un masque en os. On est loin du masque de hockey du premier opus, mais il existe un ROM hack permettant de réhabiller Rick avec son look d'origine. Une dernière différence se fera sur l'intro du jeu. Le logo de la version Jap arborera un Partio et sera en anglais et en japonais. A noter également que l'histoire contée sera légèrement différente mais ne changera en rien le but de Rick. On notera également une curiosité au niveau du boss 3, celui-ci présentant un sprite différent dans la notice du jeu en japonais. On ne sait malheureusement pas pourquoi celui-ci a été revu. 5 années après les événements du second opus, Rick et Jennifer ont emménagé dans une grosse maison dans le Connecticut grâce au travail de Rick dans le monde de la finance à Wall Street. Ils ont fondé une famille et la naissance du petit David est un heureux événement. Malheureusement, le petit David possède des pouvoirs paranormaux sans précédent, ce qui fait réapparaître les démons et le masque de la terreur dans la vie de la famille. Jennifer et David se voyant une nouvelle fois enlevés par les forces occultes, obligeant Rick à revêtir le masque une dernière fois pour partir à leur rescousse. Le masque dévoilera enfin ses sombres desseins, voulant utiliser le pouvoir de David afin de réveiller le pouvoir de la pierre sombre, ce qui lui permettra de pouvoir régner sur le monde occulte. Rick réussit à le détruire une bonne fois pour toutes, et sauve Jennifer et David d'un tragique destin. Enfin l'évolution majeure dans la série. On passe à un scrolling, certes encore horizontal, mais le jeu gère la profondeur tel un Street of Rage, ce qui le transforme en beat'em up plus qu'addictif. Rick peut combo son adversaire, le choper pour lui administrer des coups de boule ou lui broyer ce qui lui reste de couilles ou encore le projeter. À cela s'ajoute un coup spécial à réaliser avec une manip et Rick opérera un coup de pied circulaire tel un Tatsumaki de Ryu et balayera tous les ennemis à l'écran ayant une frame d'ouverture. À cela s'ajoute une nouvelle version brutale de Rick, déclenchable avec le bouton A après avoir rempli sa barre de spirit avec des cristaux blancs ramassés sur son chemin. Rick éclate le chandail, tout muscle huilé, et devient un gros goré bourrin capable des mêmes choses que son homologue avec la possibilité d'effectuer un German souplex sauté sur ses adversaires en pressant haut et le bouton jump après les avoir saisis. Classe et puissant, c'est le signature move qu'il vous faut pour terminer un combo efficace. Son coup spécial sera remplacé par un geyser de tentacules sortant de son abdomen avec le même résultat que le coup de pied circulaire, les DPS en plus. Rick pourra également utiliser des armes secondaires comme des hachoirs de boucher, des parpaings de béton, des couteaux de cuisine, des battes de baseball, ainsi que des bouts de bois et des gros rochers. Rien de très original pour le coup. Les stages ont également été revisités en termes de gameplay, car il s'agira plus d'enchaîner les écrans pour avancer. Chaque pièce de la maison est représentée individuellement et chaque entrée dans une nouvelle pièce provoque la fermeture de toutes les portes de cette dernière. Elles ne se rouvriront que lorsque tous les ennemis seront exécutés, offrant aux joueurs le choix dans ses déambulations au sein du manoir. Consulter la carte avec le bouton Start lors des moments d'accalmie nous donnera la possibilité d'établir un itinéraire, qui ne sera pas forcément celui qu'on croit. Des portes à sens unique, ainsi que des portails téléporteurs et des bonus à ramasser nous feront explorer les étages lorsque les couilles nous en prendront. Mais finir les étages rapidement sera également primordial. Premièrement pour assurer le rythme du scénario alimentant la good ending, mais aussi pour débloquer l'accès à des bonus stages appelés Stage X, vous permettant de gagner des vies supplémentaires. Vous l'aurez compris, le jeu propose 4 fins différentes, la pire des fins si on ne sauve personne de notre famille, 2 autres si l'on sauve Jennifer ou David, et une dernière, la true ending, quand nous avons sauvé les deux. Un épisode un peu à part. Rick est mort et enterré. Jennifer, pleurant sur sa tombe un soir de pluie, vit un éclair tomber du ciel, frappant la tombe de Rick et le réanima de son sommeil, toujours habillé du masque. Un deuxième éclair frappe la tombe à côté de celle de Rick, ressuscitant le roi des citrouilles, Pumpkin's King, qui kidnappa Jennifer dès sa sortie de la tombe. Rick délivre Jennifer des pépins du roi citrouille et le clap de fin du tournage retentit. Nos protagonistes n'étant que des acteurs jouant dans un film, tout est bien qui finit bien.
Mais lorsque les studios seront vidés de toute vie, le masque se réanimera et laissera retentir un rire sinistre dans la nuit. La première chose qui interpelle sur cette version, c'est les graphismes SD et l'ambiance kawaii qu'il en émane. Nintendo oblige, à une époque où les jeux Famicom se devaient être plus doux pour plaire à une cible plus jeune. Qui a dit Sweet Home ici? L'ambiance du jeu est plus douce et moins dure que son grand frère en arcade. Rappelons que ce n'est qu'en 1994 que Nintendo autorisera les effusions de sang sur ses consoles suite au bid rencontré par le Mortal Kombat qui dénaturera totalement l'expérience de jeu, orientant les joueurs sur la concurrence afin de retrouver les stigmates du jeu original, même si cela demandait de rentrer un code pour en profiter. Dans cette version sucrée du jeu, Rick utilisera une machette au lieu de ses poings, et pourra parfois s'armer d'un fusil à pompe afin d'avancer dans les différents stages du jeu, proposant par là même un gameplay un poil plus plateforme sans rentrer non plus dans les exigences de saut à la Mega Man ou à la Mario. 2 stages cachés seront également à explorer afin de récupérer 2 boules de cristal permettant d'accéder à la vraie fin du jeu. Un petit système d'XP vous offrira la possibilité d'accroître la taille de votre barre de vie en ramassant des bonbons droppés par les ennemis lors de leur mort. On notera également une imagerie sataniste assez soutenue pour certains passages du jeu, ce qui est assez rare et surprenant pour l'époque. Le jeu ne propose pas une grande difficulté et se verra plus comme un petit plaisir relaxant entre 2 sessions du jeu sur PC Engine. Le jeu sera livré dans une boîte rigide comme toutes les productions Namco de l'époque sur la console et proposera une planche d'autocollant en cadeau. Le jeu fera énormément de clins d'œil à la culture populaire de l'époque, avec des caméos à peine déguisés de personnages comme Michael Jackson ou la fille possédée du film L'Exorciste. Le jeu reprendra le scénario établi par la version PC Engine, tout en y incorporant de nouveaux éléments. Une relecture moderne permettant de faire vivre les différents protagonistes du jeu dans des dialogues souvent légers et accentuant le rôle du masque de la terreur vis-à-vis de Rick dans des joutes verbales plus que sympas. Le masque se présente comme notre pire meilleur ami et ne tarira pas de remarques déplacées ou humiliantes vers Rick, mais saura également le motiver dans des moments difficiles en lui demandant toujours plus de sang. Même si le scénario n'est pas la chose la plus importante dans ce genre de jeu, on peut souligner la volonté des développeurs de vouloir nous offrir un scénario nanardesque assumé, se prêtant parfaitement à l'époque où les jeux ultra scénarité étaient de mise. Ce qui n'empêchera en aucun cas de faire de ce beat'em up une vraie Madeleine de Proust tellement le jeu fleure bon les références d'époque, le tout soutenu par des dialogues improbables entre Rick et le masque. Le jeu a été descendu par la presse de l'époque, et sans être un chef-d'œuvre, le jeu ne mérite vraiment pas l'acharnement qu'il a subi par les journalistes. Ces derniers ne connaissant sûrement pas les licences, je pense, et l'ayant vite catalogué car n'étant pas dans les critères de mode. On le qualifie de God of War du pauvre, mais heureusement qu'il s'inspire de God of War, j'ai envie de dire. Un des jeux les plus bourrins s'inspire d'un de ses potes tout aussi délicat. C'est ce qu'on demande. Splatterhouse, c'est pas un visual novel, bordel. Quoique Silent Hill l'ait bien fait, mais je le préfère oublier. Chap chap chap. Si vous avez joué au jeu, cette phrase culte émise par le masque lorsque on ramasse une machette doit résonner dans votre tête et résume assez bien le gameplay du jeu. Rick aura la possibilité d'effectuer des combos mêlés à base de points rapides, de points forts, de chops et de courses. Il pourra également effectuer des attaques berserk à l'aide du masque après avoir engrangé suffisamment de sang. On pourra améliorer un arbre de compétences assez simpliste qui donnera accès à de nouveaux mouvements et démembrements. Il sera possible d'effectuer des mouvements type fatalité du plus bel effet aux ennemis étourdis par l'intermédiaire d'un Quick Time Event en effectuant des manipulations avec les sticks analogiques. Les armes secondaires variées seront à ramasser sur votre chemin comme un pied de table clouté, un tuyau de plomberie, la fameuse machette, un fusil à double canon, un couperet, une tronçonneuse, les membres arrachés de vos ennemis, voire même les ennemis eux-mêmes pour les plus petits. Les inévitables boss seront également présents, certains avec des tailles colossales. Il faudra comprendre les mécaniques afin de s'en débarrasser, la violence n'excluant pas un poil de réflexion. Des micro-puzzles gore à souhait devront être également résolus afin d'avancer dans certains niveaux. D'ailleurs, certains niveaux reprennent le scrolling horizontal de ses aînés, l'occasion de faire masse clin d'œil aux joueurs de la première heure. Mention spéciale à Biggie Man qui paraît toujours plus terrifiant à chaque apparition. Le jeu propose également de débloquer la trilogie originale en bonus, le premier en arcade ainsi que ses 2 successeurs sur Mega Drive.
Ce qui fait de ce jeu une vraie compile à moindre prix pour le moment, vu des prix déments des jeux sur les autres supports, mais malheureusement, cette version moderne commence également à prendre une cote. Et n'ayant pas été édité à des millions d'exemplaires, commence à devenir de moins en moins trouvable. La musique du jeu se voit elle bien plus moderne et moins gloomy que la première trilogie, laissant place à de gros groupes de métal comme Mastodonte, Lamb of God, The Accused, Municipal Waste, Five Finger Death Punch ou Cavalera Conspiracy, pour ne citer que. Le jeu a été développé par la branche américaine de Namco, les studios japonais n'intervenant que pour une aide artistique, et fut à la base développé par Bottle Rocket. Le projet fut stoppé et repris par Namco, mais une partie de l'équipe de Bottle Rocket fut rappelée pour aider Namco à finir le jeu, qui a vu sa date de sortie repoussée de juin 2009 à novembre 2010. Le scénario et les dialogues ont été écrits par Gordon Rainey, et la musique additionnelle composée par Howard Drossin, qui prêtera également ses traits physiques pour la modélisation de Rick sans le masque. Il est vraiment regrettable que le succès de cet épisode ne soit pas au rendez-vous. Namco ayant eu des projets en cas de succès tels qu'une adaptation en manga et en animé, la production de figurines à l'image du jeu, et même de créer une suite à cet épisode de 2010. D'ailleurs, je remercie énormément mon ami Fab, qui a gratté ces informations inédites auprès de l'équipe japonaise lors d'un pique-nique organisé dans le cadre de son travail. J'ai vraiment été dégoûté, et lui aussi, d'apprendre tout ça, car en tant que gros fan de la licence, on ne peut qu'être frustré à l'idée de passer à côté de tout ça à cause d'un manque de soutien de la presse de l'époque, clairement pas prête pour cette expérience. Je sais que je me répète, mais les Julien Chias et autres soi-disant professionnels du milieu méritent vraiment la lapidation en place publique. Espérons un revival de la série par le biais de studios indépendants passionnés qui sauront redonner ses lettres de noblesse à cette série qui à coup sûr marqua les esprits de toutes les personnes ayant mis les mains dessus ou une pièce dans la machine. Je pense que cette vidéo commence à être assez longue et je dois encore vous parler des fangames et des goodies relatifs au jeu. Je pense donc faire une vidéo bonus afin de dissocier les sujets et vous laisser le temps de vous remettre de tout ça. Eh ben non, finalement j'ai changé d'avis, et on va continuer sur notre lancée, pourquoi s'arrêter en si bon chemin après tout. Les fangames seront présentés dans un ordre chaotique qui reflètera mon affection graduelle pour ceux-ci. Le premier fangame que j'aimerais vous présenter est la trilogie réalisée sous OpenBore. Pour rappel, c'est un moteur open source développé par Senil Team en 2003. Une compagnie fondée par Roel van Masterbergen, j'espère que je n'ai pas écorché son nom, qui recréait le moteur du très grand Street of Rage 2, BOR étant l'acronyme de Beast of Rage, premier essai de la compagnie reprenant les graphismes de Street of Rage principalement, mais aussi de King of Fighters, les protagonistes étant Kula, Maxima et Blue Marie, qui se verront casser la gueule à une armée de Ralph, Chermi ou Yashiro et j'en passe. Le jeu étant open source, beaucoup de jeux furent créés avec ce moteur graphique et je vous invite à découvrir par le biais de vos moteurs de recherche préférés. Il y a des choses très surprenantes à découvrir comme un beat sur l'univers de Musclor, un platformer Ghost & Goblin reprenant la version WonderSwan mais colorisée et largement amélioré en termes de gameplay. Celui qui nous intéresse, c'est la trilogie Splatterhouse, développée sur ce support, offrant la possibilité de jouer à 4 joueurs et donnant le choix entre 4 rigs différents, allant du rig du premier opus au rig mutant de Splatterhouse 3. Le jeu est très agréable à jouer, à l'instar d'un Street of Rage, et propose un nombre de niveaux conséquent qui vous occupera un bon bout de temps. Une trilogie reprenant le moteur de Doom existe également. Chaque épisode reprenant la trame générale et le scénario de chaque jeu afin de recréer une expérience unique. Je vous invite à découvrir les longplays des amis Ayor Saiba et GeoMegatest sur le jeu, deux illustres joueurs de FPS car moi je suis vraiment une grosse brêle sur les shooters de ce genre là et cela permettra de mieux apprécier le contenu de ces jeux que par mon biais. Splatterhouse Chrome sur PC Engine, comme évoqué précédemment dans la vidéo, est le seul hack connu de cette version. Niveau entièrement retravaillé afin de cultiver la calvitie nerveuse naissante sur le haut de votre crâne, le jeu est très difficile et offre une alternative très intéressante à toute personne maîtrisant le jeu de base et souhaitant découvrir une nouvelle vision du jeu. Splatterhouse RPG est un jeu développé sur RPG Maker, le fameux moteur qui a fait la joie des amoureux du genre aventure au tour par tour. RPG Maker est basiquement un moteur reproduisant les RPG japonais des années 90 sur 16 bits, tels que Final Fantasy VI. L'histoire reprend le scénario du premier jeu, et RPG oblige, film side-scroller et bienvenue à une vue top-down,
et privilégiant l'exploration pour progresser. Le jeu semble difficile aux premiers abords, mais se laisse apprivoiser après quelques heures, pour peu que l'on s'y accroche un peu. Une curiosité de qualité que je vous conseille d'essayer, au moins pour la culture. Après on aime ou on n'aime pas, comme on dit, les goûts et les couleurs, voilà quoi. Manos, The Revenge of Targo est une curiosité à laquelle je ne peux malheureusement plus y jouer. Le jeu ne tournant pas sur ma machine, il semblerait que l'histoire se passe avant les événements du Splatterhouse et compterait les aventures de Targo, le premier porteur du masque, dans un environnement bien plus ensoleillé car l'histoire se passera en Amérique du Sud. Plusieurs vidéos sont trouvables sur les plateformes de vidéos à la demande telles que celle sur laquelle vous regardez actuellement cette vidéo. Je vous laisserai le soin de vous faire votre propre avis. Pour les fans de jeux de combat et les amateurs de l'assembleur Mugen, plusieurs rigs créés par des passionnés sont disponibles sur les sites d'archives dédiés. Tous de qualité variable, mais non dénués d'intérêt. Je vous rappelle pour ceux qui ignorent que Mugen est un assembleur de versus fighting développé par Byte, qui donne la possibilité de créer votre propre jeu de combat en incorporant les éléments que vous souhaitez, tels que les décors, l'interface générale, mais surtout les personnages que vous voulez. Du Ryu à Sub-Zero en passant par le Colonel Sanders ou par Melody Simpson, les possibilités sont presque infinies. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, rien ne vous empêche de créer chaque élément à votre confiance. Je ferai peut-être une vidéo explicative là-dessus, tellement le sujet est vaste. Vous pouvez toujours découvrir la chaîne Witch Saltibet, qui se repose sur ce concept et offre la possibilité de parier avec de l'argent virtuel, de sel, sur le gagnant. Addictif et chronophage de très haut niveau. Il nous reste à aborder les goodies relatifs à la saga, mais il n'y a pas grand chose à dire à part apprécier ce magnifique diaporama fait de mes mains, avec les images que j'ai pu réunir sur la toile, ce qui n'a pas été forcément très évident. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère sincèrement que vous en aurez appris plus sur l'univers de Splatterhouse. C'est vraiment un jeu qui m'est très cher et j'espère pouvoir avoir la possibilité de vous refaire d'autres vidéos sur d'autres licences qui m'ont touché également afin de creuser un peu plus toutes ces sagas qui ont touché mon enfance. N'hésitez pas également à vous rendre sur le site de The West Mansion, fan site sur internet regroupant toutes les informations utiles autour de la saga Splatterhouse, site sur lequel j'ai puisé énormément d'informations afin de vous créer cette vidéo. Je tiens à remercier également mes amis de Trident Edge sur lesquels cette vidéo va être hébergée en plus de ma chaîne personnelle. Et merci encore à Fab pour ces informations inédites que je suis sûr que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. C'est des informations recueillies en 2021 auprès des développeurs de l'époque, donc on ne peut pas plus véridique et vérifier. Merci encore, lâchez, non, on s'en fout ça, faites ce que vous avez à faire, j'espère que la vidéo vous a plu. Des bisous.